Canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un film du présent, il sort le 10 juillet. Le film s'appelle la récréation de juillet, ça tombe bien. Et c'est un film étonnant, voilà, je le dis d'emblée, bouleversant, magnifique, et ça fait un bien fou. Et il va falloir suivre ces deux cinéastes parce que je pense qu'il y a quelque chose, j'en suis même persuadé. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi émerveillé par un film de cet acabit. Et vraiment, voilà, les auteurs sont là, Pablo Cotten, Joseph Rosé. Je remercie d'abord, parce qu'il faut remercier certaines personnes, Jonathan Musset et Julie Brown, sans qui cette émission n'existerait pas. Donc les auteurs sont là, mais avant d'on commence à parler du film, tout simplement, comment vous vous portez? Très bien, Très au bien. top. On est en train de découvrir là ce qui précède la sortie, donc on est impatient, on découvre tout ça de toute façon. On est très content. Bon, quand on regarde le synopsis sur Allociné ou dans Dossier de presse, voilà ce que ça dit exactement. Ça dit: suite à la mort de sa sœur jumelle, donc Gaspard, jeune professeur de musique, réunit ses 5 anciens meilleurs amis dans le collège désert de leur enfance en plein mois de juillet. Dans cet endroit rempli de souvenirs qu'ils investissent comme un nouveau lieu de vie, les amis retombent progressivement en enfance. Soudain, une lourde vérité éclate et met à mal cette parenthèse de naïveté. C'est une vérité qu'on entend pratiquement vers la fin du film. Voilà, ça c'est le synopsis. Maintenant, on va essayer de déconstruire ce synopsis pendant 30 minutes. Euh, est-ce que, est-ce que ce film, ce serait en quelque sorte ce que vivent tous ces personnages? Est-ce que ce serait finalement des images d'enfance qui les regardent? Ce film finalement montre des images d'enfance qui les regardent, même si ces images d'enfance, on ne les voit pas, mais on les devine. Est-ce que ce serait plutôt, voilà, un film sur l'image manquante, en fait? Un peu, un peu, il faut. C'est vrai que Pablo et moi, on est partis en tout cas de souvenirs pour écrire, ce qui nous lie, Pablo et moi, étant donné qu'on était dans la même école, même collège. Pablo, lui, a 3 ans de plus que moi, donc il se trouve qu'on a vécu les mêmes choses, mais à des années différentes. Disons qu'on avait les mêmes profs, les mêmes lieux de vie, et qu'au fond, tout ça n'était que des souvenirs qu'on s'échange maintenant. Donc oui, certainement. Après, pour chaque personnage, c'est vrai qu'on a essayé d'y mettre des traits de caractéristiques assez nets, assez différents les uns des autres, pour que justement on puisse identifier à chacun d'eux de façon très différente, que ce soit de l'ordre de la naïveté, peut-être par exemple, le personnage d'Anthony, je parle de lui tout de suite, qui est peut-être celui qui est le plus resté en enfance, qui est le plus naïf face au deuil, ou en tout cas le plus léger face au deuil, mais qui est du coup aussi une façon d'aborder la mort de façon très pure. Donc, donc ouais, je pense complètement. Et pour cette question du regard, on a effectivement voulu construire un double rapport au personnage, c'est-à-dire qu'il y a le frère jumeau de Louise, du personnage décédé, qui lui est dans un rapport beaucoup plus mystique et vraiment habité encore par le fantôme un peu de sa sœur, et lui montre presque d'une certaine manière, à travers lui, tout ce qui réussit tous les amis qui réussit à convoquer, tout ce qui réussissent à rejouer de leur enfance. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu d'un filtre un peu poétique, mystique posé sur cette bande-là qui est qui est regardé un peu à travers les morts. Enfin, voilà, il y a une dimension à la fois très concrète dans le film, de s'amuser comme des enfants, de se retrouver d'un film de bande, d'énergie, etc. Et puis, un petit peu une sorte d'envolée, d'être à la fois quelque part entre la mémoire et le présent. Et c'est cet endroit-là qu'on voulait convoquer, ouais. Et quand vous avez commencé à écrire cette histoire, vous êtes parti d'un détail très particulier ou alors d'un personnage où vous avez greffé donc tous les autres personnages ou de la voix off de Louise qui est présente, hein, constamment présente, ce qui est Ouais. tout à fait normal. Donc vous partez de quoi exactement pour écrire ce scénario? On part des acteurs vraiment. C'est-à-dire qu'on part de la volonté de faire un film de bande d'abord, et on part de la volonté d'écrire pour eux et d'avoir une sorte de groupe artistique qu'on compose depuis un moment, où les musiciens qui font la musique du film sont nos amis, on les admire énormément, notre chef opérateur, notre script, et surtout les acteurs, qui sont une partie des acteurs avec qui on avait déjà tourné sur les courts-métrages qu'on a fait.
d'autres qu'on veut rencontrer, mais qu'on a absolument envie de rencontrer. Et donc, on se dit, voilà, on veut faire un film avec que des gens de notre âge et parler de cette jeunesse-là. Et puis, petit à petit, de là, on en arrive à vouloir y mettre tous nos souvenirs à nous, évidemment, à vouloir, puisqu'on écrit en un temps quand même très court, on l'a fait un peu dans un geste d'énergie, ce film, faire quelque chose de très personnel, parler du deuil comme une manière aussi un peu cathartique, de parler d'une urgence de la jeunesse, d'une transition entre l'âge adulte voilà, et après toute l'histoire se déroule autour de ça, mais on part vraiment des acteurs et et particulièrement, enfin pas plus que les autres, mais je vais dire puisque là en l'occurrence il porte un petit peu plus le film, un petit peu plus le film, Andranik Manet, qui est un acteur avec lequel donc qui joue Gaspard le rôle principal, avec qui on avait fait nos 2 courts métrages et on se dit voilà on veut lui écrire un rôle pour lui et puis on arrive à cette question des jumeaux et donc d'une espèce de nous on adore les voix off, on adore les films un peu psychologisants aussi, ce qui se passe dans la tête d'un personnage, ce qui révèle de lui, ce qui révèle pas de lui, etc. Et donc on tombe sur voilà ce deuil du jumeau qui est un petit peu sur lequel on, on fait énormément de recherches, on regarde, on s'intéresse énormément à ça. Comment ça donne encore une fois cet aspect un peu mystique de perdre une partie de son double et tout ce que ça libère en termes de narration. Mais initialement, c'est vraiment ça, c'est écrire un film de bande de gens de notre âge, répéter avec eux, écrire pour eux. Et Ouais. cette voix off, en l'occurrence, elle est, comme vous le dites très bien, elle n'est absolument pas illustrative, elle est beaucoup plus un élément de mise en scène. Elle donne le rythme. D'ailleurs, même parfois, elle se confronte au rythme des autres et ça donne un film complètement, pas inconscient, mais qui surprend constamment. Et c'est ça, cette voix off que vous travaillez, j'imagine, c'est plutôt à part. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais il y a une espèce de cohabitation. Ce mot est un peu particulier aujourd'hui. Mais je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Mon Dieu. Et bah si, oui, c'est une forme de cohabitation particulière. Voilà. Donc, mais le film est beaucoup plus coloré et beaucoup plus tolérant. Donc, voilà, de cela. Oui, donc cette voix off, c'est vraiment un élément de mise en scène. Je l'ai vraiment ressenti comme un élément pur de mise en scène. Bah, c'est vrai que nous, en tout cas, on a commencé le film en se disant qu'on voulait absolument pas faire de flashback à l'image. C'était vraiment quelque chose qu'on s'était fixé comme ça, comme il en faut aussi pour écrire, quoi, vraiment des règles qu'on se fixe. Et donc on s'est tenu à ça. Et en fait, l'arrivée de la voix plus progressivement dans l'écriture, ça s'est étalé un petit peu dans le temps. Euh, et, euh, et en fait, on avait envie de faire exister le personnage de Louise, évidemment à travers ce qu'on va filmer de lui, c'est-à-dire ces moments un peu de solitude dans le collège où il se met à danser seul, où il se met à lui parler en fait, tout simplement. Et puis, on s'est rendu compte de cette nécessité de la faire intervenir, de la rendre comme les autres au présent, et non plus dans juste une logique de souvenir. Et il se trouve que Pablo et moi, on avait aussi très envie de travailler avec Noé Habitat, qu'on avait rencontré au début de avant le tournage, quoi, j'allais dire. Et voilà, on avait hyper envie de travailler avec elle. Et donc, on a imaginé ça, Pablo et moi, voilà, de la faire venir juste par une voix qui allait un petit peu voilà, accompagner tout le film. Et c'est vrai qu'on voulait aussi ne pas en faire des voix off didactiques, ou en tout cas des voix off trop narratives dans une logique justement de flashback. Mais là, c'était vraiment des discussions, en fait, des discussions aussi réalistes que ça. D'ailleurs, quand on les a enregistrés, en fait, Andranik et Noé étaient ensemble dans la même pièce. Et puis, on les a pas enregistrés un par un. C'était vraiment un dialogue, quoi. Sans caméra, simplement au son. Donc, c'était ça le but, c'était de mettre en scène des scènes sonores, mais pas du tout des. Ouais, c'était vraiment de montrer comment, même dans la mort, il peut y avoir un dialogue qui continue, une sorte de vie comme ça, inventée, rêvée, qui continue et tout ce que ça peut ouvrir au cinéma. Et puis en même temps, donc il y avait vraiment cet aspect-là du deuil qu'on voulait montrer, quoi, qui était un des partis pris un peu forts du film. Et puis il y avait aussi l'idée que, voilà, on voit des personnages qui sont en deuil, qui sont une bande dans laquelle il y a une pièce manquante d'une certaine manière. Et voilà, ça déstructure tout. Et c'était compliqué pour nous parce qu'on voulait effectivement pas comme dit Joseph, de flashback parce qu'on voulait pas imposer un souvenir mental et tomber dans un truc qui aurait été un petit peu plus classique au cinéma d'une certaine manière. Et en même temps, il fallait la faire exister, il fallait qu'on comprenne ce manque parce que quand on voit des gens et qu'on nous dit quelqu'un est parti et qu'on l'a jamais vu,
on comprend pas ce qui manque. Donc c'était tout cet enjeu-là. Et puis ça a donné en fait des ouvertures de mise en scène pour nous. Et puis effectivement, on a continué un peu de la réécrire à des moments, en tout cas de l'adapter, cette voix off. Et en fait, Andranik Manet, encore une fois, enfin Gaspard était tellement imprégné d'une absence, d'un fantôme, d'une certaine manière, qu'on pouvait lire des choses tellement incroyables sur lui que il se racontait tellement de choses qu'on a réécrit en fonction de ça aussi, en fonction de l'image. Donc ça s'est poursuivi, c'était passionnant. En fait, il nous a vraiment offert une vraie dramaturgie quoi, dans son jeu, lui, qui nous a donné confiance, en tout cas dans cette idée de faire intervenir Louise en off comme ça. Donc je pense que ça a été, même lui sans s'en rendre compte, un échange, en tout cas une confiance qu'il nous a donné en s'investissant tellement. Et comme dit Pablo, on voyait tellement de choses sur son visage qu'on était un peu... c'était trop tentant quoi, de mettre quelque chose au son pour traduire son visage. Et voilà. Je rebondis là tout de suite parce que il faut en parler aussi. C'est très important des comédiennes et comédiens qui sont tous incroyables. D'ailleurs, en tout cas, vous avez une manière de les regarder qui est assez belle et jouissive en même temps. Mais par exemple, Gaspard, toute cette, tous ces, c'est comment je pourrais dire ça? C'est, cette gymnastique, le matinal qu'il a l'habitude de faire, cette espèce de danse. Est-ce que c'est l'acteur qui vous propose ça ou c'est écrit? Donc en fait, l'idée que je voulais est-ce que c'est tous vos comédiennes que vous connaissez très bien, est-ce qu'ils se sont permis des moments d'improvisation? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient suffisamment, ils incarnaient suffisamment leur personnage qu'ils se permettaient des propositions? Alors, pour ce qui est des danses, ça a été un petit peu, entre guillemets, chorégraphié par Pablo et moi et Andranik. Après, Mmh. il était tellement investi et il avait une confiance tellement aveugle en nous et nous en lui Il est tellement généreux. que en fait, il a tout de suite dépassé la, j'allais dire, et il a tout de suite proposé plus. Mais c'était un peu le cas pour tous. C'est-à-dire que tout était écrit. Il y a pas, disons, d'improvisation, en tout cas de Mmh. scène vierge. Tout était pensé, tout était écrit, mais avec le temps et aussi avec la confiance qui s'était construite sur les deux courts-métrages, ça a été tout de suite, très rapidement, un objet qu'ils se sont appropriés eux, en fait. Donc, en ça, il y a eu des petites improvisations, en fait, qui sont plus des rajouts, des modifications euh, Mmh. que nous, on a filmé avec joie et qu'on a capturé avec joie. Et je pense qu'entre eux, euh, dans le rythme, dans les regards, dans la façon qu'ils ont eu de jouer entre eux, ça, pour le coup, c'était vraiment quelque chose qu'ils ont fait, qu'ils ont pensé, Ouais. eux, en groupe, quoi. La bande s'est créée vraiment sous nos yeux. On a beaucoup écrit pour eux, essayé de mettre en bouche vraiment des choses qui nous paraissaient drôles, émouvantes chez chacun, etc. Réadapter un petit peu. Et puis après, c'était vraiment les laisser vivre, quoi. Donc on les a laissés ensemble en bande et presque on prenait un pas de recul et on les observait. Ça a formé une espèce de bande comme ça un peu hétéroclite où certains se connaissaient déjà très bien, d'autres non, mais c'était un espace qui nous semblait intéressant. Et à partir de ça, on a un peu réécrit, puis ils se sont amusés à créer une bande à laquelle on finissait même nous par croire, quoi, au bout d'un moment. Et une sorte de photo de classe, quoi, qui nous paraissait hyper vrai. Et donc, et oui, et on les laissait s'amuser avec ça. C'est un mélange, comme dans beaucoup de films, mais là, c'est quand même beaucoup de. On leur a laissé. Enfin, c'est très écrit et en même temps très libre d'interprétation. Je sais pas comment dire, il n'y a pas grand chose au milieu, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que, en y repensant, c'est vrai que les scènes de danse, en l'occurrence, c'était les moins improvisées, j'allais dire, parce que Ouais. assez rythmées, en fait, par la musique, par le cadre, par les mouvements qu'il avait à faire. Donc, au final, c'était les plus chorégraphiés. Mais maintenant, mais les échanges qu'on a eu avant de tourner, ces séquences-là ont été vraiment un ping-pong, quoi. Mais ça, c'était vraiment, pour finir là-dessus, peut-être une des toutes premières intuitions d'écriture, ces scènes de danse. Mmh. C'est-à-dire qu'on avait vraiment cette envie-là d'une espèce de jeu d'enfant, de danse qui soit comme un jeu d'enfant. Quand il est pratiqué par un adulte, on change de regard dessus. En même temps, quelle poésie il pouvait y avoir dans ça, dans une espèce de joie un peu triste et de valse un peu du deuil. Et puis, nous, on adore à la fois les films de Nanni Moretti où il y a ces moments-là un peu d'envolée qui nous paraissent comme ça, qu'on saisit, quoi, sans être sûr de vraiment savoir exactement quel sens leur donner. On regardait aussi la scène de Série Noire où Patrick Devers danse comme ça, un peu comme un enfant, mais bon, lui, après, ça part vers autre chose, mais je veux dire, tout de suite, un pas de côté en posant sa radio sur sa voiture au milieu d'une zone déserte. Donc, ça, c'était un peu
c'était parmi les premières images mentales qu'on avait en écrivant et qu'on a tout de suite imaginé avec Andranik, qui a pris ça en charge. Enfin, on adore Bah, ce qu'on a. Bah, parlons de Nanni Moretti. Dans question que j'avais pas du tout prévue, mais qui arrive comme ça, dans April, film de 98, si je me trompe pas, c'est une œuvre de fiction. Et Moretti, lui, il veut faire un documentaire et en même temps, il y a la comédie musicale qui arrive comme ça. Et à 2-3 reprises, dit non, mais ça serait mieux une comédie musicale sur Ouais. ce pâtissier trotskiste, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, ça me fait penser à la géographie de enfin, au lieu que vous filmez, c'est-à-dire une école qui est déserte pendant les vacances d'été. Et je crois qu'il y a toute génération confondue. Je ne crois pas que nous soyons de la même génération, mais je sais que moi, je me suis toujours dit, mais à quoi elle ressemble une école quand il n'y a pas d'enfants? Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce lieu qui est censé être un lieu un peu, allez, disons, autoritaire, formaté. De temps en temps, il y a des fulgurances dans les récréations, mais ça reste quand même un lieu très institutionnel, très officiel. Et vous utilisez ce lieu, vous le déconstruisez comme Moretti veut déconstruire son documentaire en voulant faire une comédie musicale. Et ça donne une possibilité narrative incroyable. Ah, c'est gentil. Non, c'est vrai que nous, c'est vrai que. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que, étant donné que on a vécu, nous, de façon, à notre âge, le confinement, qui a été un peu quelque chose d'un peu particulier, de façon un peu métaphysique, disons, de se poser des questions, d'être de l'ordre de stagner à 20 ans et de voir un peu se replonger dans les souvenirs, c'est un peu contradictoire, j'allais dire, avec notre âge. Donc il y a eu cet effet un peu étrange de Pablo et moi voilà, de replonger en enfance, dans les souvenirs, dans la nostalgie à notre âge. Évidemment, du coup, ça s'est dirigé vers le collège, etc. Et une deuxième réflexion a eu lieu qui était de se demander, ouais, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces lieux déserts, en l'occurrence les collèges ou les écoles, qui sont des lieux de passage et qui sont en fait des moments qui s'arrêtent jamais. Et nous, on avait un petit peu pas cette phobie, mais cette réflexion du professeur qui en fait se voit pas vieillir parce que, étant donné que tous les ans, c'est des nouveaux élèves du même âge qui passent devant ses yeux, il y a une sorte de temps comme ça qui est mis en pause, mais qui est une déferlante d'élèves et qui on prend jamais le temps de la réflexion, de qui sont passés par là. Et c'est vrai que moi, par exemple, pour un exemple personnel, il se trouve que j'étais dans le même lycée que ma grand-mère. Elle était dans le même lycée que moi. Et quand je me disais qu'elle était au même lieu, j'arrivais pas enfin, c'est tellement un lieu de passage que ça me fait toujours bizarre quand quelqu'un te dit qu'il a été dans le même collège ou le même lycée que toi. C'est un peu approximatif comme souvenir. Et je sais pas sur quoi me rattacher, quoi. Je sais pas si elle a vu les mêmes murs, si elle a vu les mêmes couloirs, les mêmes chaises, enfin tout devient un peu voilà des questionnements. Et pour nous, l'été était le moment où ça s'arrêtait, quoi, en fait, tout simplement. Et donc, Ouais, c'était presque vraiment comme une rêverie d'enfant en salle de classe qui se met à imaginer et si tout le monde disparaissait, enfin, de se réapproprier un lieu comme le feraient des enfants, quoi. C'est vraiment voilà, d'un coup, une cantine, on pourrait y manger, des salles de classe, on pourrait y dormir, on pourrait courir partout, tous les jouets, tous les objets confisqués, ça peut devenir les meilleurs jeux du monde, etc. Et donc, d'un coup, comment réinvestir ça comme un enfant? Et effectivement, il y a ce truc du confinement. Par exemple, il y avait juste pour compléter, il y avait une des actrices du film, Carla Hautbeau, qui avait qui était au TNS, au Théâtre National de Strasbourg, au conservatoire, quoi. Et ils avaient occupé le conservatoire pendant le confinement, une partie quoi du confinement. Et donc ils dormaient là-bas. Et ça, c'était un truc qu'elle nous avait raconté avant, et ça nous a beaucoup inspiré parce que c'est vraiment de comment un lieu d'un coup devient autre chose, quoi. Et donc ils dormaient tous là-bas. Il y avait ces grandes salles de théâtre qui dormaient un peu dans le noir et qui attendaient juste de se réveiller. Et ce lieu-là était un peu comme en veille. en veille, ouais, pendant un moment, mais en même temps, il avait toujours son âme un peu latente. Et puis, en même temps, il était investi de beaucoup, beaucoup de vie, quoi. Il n'était pas non plus à l'arrêt. Donc tout ce truc-là, c'était tout un imaginaire qui nous fascinait. Et c'est un truc presque un peu animiste, quoi, comme si ces lieux-là, ils ont tellement vécu de choses qu'ils ont des choses à nous raconter, quoi. Et donc, c'était ouais, un Et il y a terrain de jeu. Pardon, excusez-moi, je vous en prie. Vous vouliez Non, dire non, ouais, quelque c'est ça, chose? c'était un terrain de jeu génial pour nous d'écriture.
ça a ouvert plein d'idées, quoi. Et ben, j'ai l'impression que c'est renforcé aussi par le 16 millimètres. Ah ouais, Qui offre une image vraiment comme si le temps était suspendu, en même temps très fragile. Alors, est-ce que c'est une, comment dire, c'est un, c'était un désir de cinéma ou c'était plutôt lié à l'économie de votre film? Alors, déjà, nous, on le fait pas du tout dans un but de, j'allais dire, de copier ou de ressembler à un cinéma plus ancien parce que plus référencé en pellicule. Ça vient vraiment d'un, d'un vrai désir d'image, de poser un filtre sur ce qu'on filme, sur la réalité, et puis de s'autoriser. En fait, on trouve, Pablo et moi, que ça autorise quand même le spectateur à se placer dans une logique de fiction et donc de dépasser un peu la fonction première, juste de montrer un cinéma un peu plus, j'allais dire, naturaliste, quoi. Donc ça, c'était un peu notre premier point de départ, parce qu'on a fait nos 2 courts-métrages aussi en Super 16. Puis ensuite, il y a la question de l'image, du grain, qui effectivement pour nous renforce la beauté du réel, des acteurs, de la couleur. Et puis, il y a cette question économique, parce que d'un côté, ça coûte plus cher d'acheter de la pellicule, mais de l'autre, ça nous donne moins de matière, donc il faut tourner plus vite, on ne peut pas faire 150 prises. Et donc, ça accélère aussi sur un plateau les journées, et donc ça nous fait gagner du temps. Donc, nous qui n'avons pas fait d'école, en tout cas, on a commencé en pellicule, et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur le plateau, la récréation de jouets, au bout d'un moment, ça dépassait la fonction simplement d'un résultat à l'image. C'était vraiment une façon de travailler, une façon plus rigoureuse pour tous les autres techniciens aussi, de se dire qu'en fait, on n'a pas 1000 prises possibles, donc au son, il faut être au top, les acteurs doivent être au top, nous aussi. Et donc tout le monde est un peu plus rigoureux. Ouais, ça met En en ayant place une conscience, théâtralité, quoi, en fait, vraiment. ouais, voilà, en ayant Mmh. conscience de cette truc un peu plus sacré, ouais, une théâtralité, Ouais, c'est ça. sacraliser un peu plus le moment de la prise. Donc c'est un peu tout ce cocktail-là qui nous a donné envie de tourner en Super 16. Mmh. Mmh. Voilà. Pour, pour, pour comment dire, pour avoir un aperçu de votre style, de votre mise en scène, il y a une séquence pratique, pas au tout début, mais en tout cas vers, je crois, la 20e ou 30e minute, je pense, je sais plus, où ça se passe donc dans la cour de récréation. Dans la cour, tous ont pris, sont en train de prendre le petit déjeuner, et puis, ou je sais plus, non, non, bon, bref, peu importe. Donc, ils sont dans la cour, puis il y a Lou qui est en haut sur les toits donc de l'école et qui interpelle ses amis. Ses amis ont peur qu'elle fasse une bêtise. Je raconte pas pour quelle raison elle pourrait faire une bêtise. Il faut quand même, voilà, il faut voir le film. Et à un moment, elle s'en prend à tous et toutes. Heu, Elle leur reproche d'avoir oublié finalement Louise, c'est-à-dire de s'amuser, d'oublier Louise. Et il y en a l'un d'entre eux, enfin Esther, qui la prend à partie. Donc, vous la filmez en plongée, et qui lui reproche, qui lui dit finalement qu'elle a pas, elle est qui pour nous reprocher tout ça. Le plan suivant, on voit Esther qui joue au ping-pong avec Anthony, et Lou qui a été réconforté par Adèle, et Adèle qui lui fait comprendre qu'il faut revenir, bon voilà, qu'il faut se réconcilier. Et à ce moment-là, donc, Lou voudrait jouer au ping-pong, et bien évidemment, c'est Anthony qui lui donne la raquette, et Lou joue avec Esther au ping-pong, et tout se passe bien. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une séquence où il va y avoir une confrontation, parce qu'il doit y avoir des confrontations, s'il y a souvenir, il doit y avoir confrontation, il y a toujours un personnage qui n'est pas dans le même cadre que les autres, et progressivement, il revient dans le cadre. Et vous faites souvent ça, j'ai cette impression, Ouais. et je trouve que c'est très nuancé. Bah, non, bah, Merci. merci de prendre le temps aussi d'expliquer comment ça. Effectivement, c'était à la fois. Il y a deux choses, je crois, dans ce que vous dites. La première, c'est un truc de bande, c'est-à-dire il y a comme un truc presque de talisman complet ou incomplet. Et c'était génial pour nous en termes d'écriture de toujours confronter quand il en manque un. Qu'est-ce qu'il fait quand il apporte quelque chose, quand il disparaît, quand il revient, quand la bande. C'est-à-dire c'était autant de possibilités de groupes différents à chaque fois, quoi. La bande qui change en fonction de qui est présent dans chaque endroit du collège. Mais surtout, il y a un truc d'alternance
entre la joie et la tristesse et sans passer trop par des explications un peu didactiques, mais qu'elles s'enchaînent de manière un peu fluide, qui était très important pour nous parce que c'était aussi un des trucs qu'on voulait montrer, c'est on peut avoir un fou rire dans le deuil et dans la tristesse. Mmh. On peut avoir envie de pleurer. Étrangement, on craque au moment où tout va bien parce qu'on lâche un peu prise. On peut d'un coup jouer comme des enfants et puis il y a quelque chose d'un peu à la fois très triste dans ça parce qu'on c'est une enfance qui est perdue, mais en même temps c'est ce qui fait du bien de se retrouver comme ça. Donc tous ces petits paradoxes d'émotions, c'est vraiment ce qu'on aime bien montrer nous, quoi. C'est de ne pas être dans quelque chose de trop littéral et d'aller s'amuser avec ça. Alors c'était un défi aussi parce que parfois le risque c'est un petit peu de perdre le spectateur, c'est-à-dire de se dire comment on est passé de cette émotion à cette émotion. Mais en fait, c'est un panel, quoi. Elles vont vraiment habiter tous les personnages. Alors, à la fois des personnages séparément, c'est aussi un panel d'émotions chaque personnage, mais même une seule personne individuellement qui vit un deuil, qui vit un deuil en plus complètement anachronique, parce que perdre quelqu'un quand on est jeune, je sais pas comment dire, c'est pas dans l'ordre des choses. Donc, ils sont aussi complètement dépassés par ce qu'ils ressentent. Et tout ça, on a écrit de manière assez libre par rapport à ça. Des intentions, voilà, de convoquer des émotions et de se dire, mais elles feront sens à la fin parce que parfois les choses se passent pas comme prévu, quoi. Je pense qu'il y a aussi cette idée que le groupe a conscience que chacun fait son deuil à faire et que du coup, il y a un peu ce truc où l'heure n'est pas trop à la susceptibilité. Et donc, quand bien ils se confrontent et ils s'affrontent aussi un peu dans leur deuil, qui peut parfois un peu créer des éclairs, en l'occurrence comme dans cette scène, il y a Mmh. toujours un temps pour comprendre l'autre et pour comprendre que c'est sa façon à elle ou à lui de faire son deuil et que du coup, ils ensemble. Il y a eu, voilà, non, c'est ça quoi, c'est cette idée que, c'est un deuil qui se fait individuellement, mais qui est accompagné par le groupe, quoi. Donc Ouais. c'est un peu ça tout le film. La récréation de juillet, le film donc sort le 10 juillet, il faut aller le voir, c'est très important, il est passionnant et j'ai une dernière question, à vous poser, c'est au sujet de la musique. Ce groupe qui s'appelle Kids Return, qui a un titre extraordinaire, vu que c'est un des plus beaux Ouais. films de Takeshi Kitano, mais et qui est pas un groupe méconnu non plus. J'aimerais vraiment que vous en parliez un petit peu de comment cette musique s'est, pour le coup, à cohabiter aussi avec le rythme, de votre mise en scène? Parce que là, pour le coup, c'est aussi un élément de mise en scène, la musique, dans ce film en tout cas. Complètement. Bah, il y a d'abord des raisons un petit peu personnelles, c'est-à-dire ils font partie justement de ce groupe un peu créatif dans lequel nous on évolue, pour des raisons même un peu involontaires presque, parce que le chanteur de Kiss the Turn, c'est le frère de Joseph, et c'est avec lui que moi, au début, j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais plus petit. On était au même collège, etc. Donc voilà, donc ça fait partie vraiment de la bande aussi, les musiciens. L'autre aussi de Kiss the Turn nous a rejoint au collège. Enfin voilà, c'est quand même vraiment un truc de bande. Et ensuite, puis même dans le nom, enfin je veux dire dans le nom de leur groupe Kids Return, on voit aussi qu'on a quelques intérêts en partage, enfin quelques centres d'intérêt en commun. Et Mmh. puis non, on a vraiment essayé c'était très important pour nous de faire un film qui soit mélodieux, c'est-à-dire qui ait la simplicité d'une mélodie dans le sens où c'est comme un fil sur lequel on marche, où on peut rester un petit peu à côté parfois, parce que j'en sais rien, parce que ça peut nous paraître presque un peu trop naïf. Et puis dans cette naïveté-là, il y a une émotion qu'on peut prendre un peu pleine balle, quoi. Je sais pas comment dire. Et eux composent leur musique vraiment comme ça. C'est-à-dire prennent le risque d'une naïveté de l'enfance et de se dire que du coup, parfois ça peut toucher en plein cœur, ça peut mettre un peu de temps. Donc nous, on écrit un petit peu comme ils composent de la musique, je trouve. Et donc on a vraiment D'accord. discuté avec eux depuis le début. Nous, on écrivait en écoutant pas encore leur musique à eux, mais des références qu'on leur envoyait. Et puis eux, très vite. Donc voilà. Ensuite, ils ont vraiment joué sur le piano de la cour de récréation. Donc c'est devenu vraiment un personnage. Et puis on a continué de l'écrire. C'était passionnant pour nous parce qu'on se comprend tellement bien avec eux. On était tous les quatre en quatre chefs d'orchestre d'une musique qu'on a fabriquée ensemble et qui devenait un peu. Voilà, ça a toujours été notre rêve, quoi, d'avoir le thème d'un personnage. En plus, là, c'est le thème en particulier d'un personnage qui est décédé, donc qui est aussi sa manière d'être présente à l'écran, sa manière d'exister. Donc, c'est des mélodies qu'on a toujours aimées, on a toujours été fan de ce que eux ils faisaient, et on aurait fait ça si on faisait de la musique, quoi, je sais pas comment dire, je pense, quelque chose du genre. Mais d'un coup, d'y donner en plus un sens narratif et de fonctionner ensemble, c'était incroyable, quoi. Ouais. C'était très réussi.
Bon, en tout cas, je répète une fois de plus, je me souviens de la fin des années 90, je devais avoir, 24 ans et je me souviens qu'il y avait pas mal de films qui étaient extrêmement sombres et puis on savait pas trop si on avait le bug de l'an 2000, puis peut-être la fin du monde et c'est bien que 20 ans plus tard, c'est-à-dire votre génération nous apprend à retrouver le sourire et je trouve ça, vraiment passionnant. Donc merci Merci beaucoup. beaucoup pour ce très beau film, La Récréation de juillet, le 10 juillet au cinéma. Allez-y, c'est un ordre et merci à Pablo Cotten et Joseph Rosé d'avoir pris le temps de répondre à mes questions un peu particulières. Merci beaucoup en tout cas à Merci. vous 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me.